Bonsoir à toutes et à tous. Ce vendredi 20 septembre, il est l'heure de l'info. C'était un moment solennel et riche en émotions. Le commandant Mabir et le capitaine Lorenz ont été honorés une dernière fois à Saint-Dizier ce vendredi matin. La route départementale 520 en Haute-Marne est de nouveau ouverte. Après 2 semaines de travaux, les premiers automobilistes peuvent de nouveau l'emprunter. Nous avons suivi les derniers préparatifs. Zoom sur une nouvelle tendance, les colis perdus ou abandonnés qui sont désormais revendus au poids. Alors est-ce une bonne affaire ou une arnaque? On vous en dit plus dans ce journal. Nous parlerons de littérature. À la fin de ce journal, notre invitée Liliane Mosca est écrivaine et elle apprécie raconter la ruralité et les destins de femmes. Le 14 août dernier, un terrible accident de Rafale tuait 2 militaires de Saint-Dizier lors d'un vol d'entraînement. Un mois plus tard, un hommage populaire leur a été rendu aujourd'hui devant la mairie de Saint-Dizier. Un moment forcément fort en émotion. Gaël Bossu était sur place. Ce terrible accident nous rappelle âprement l'exigence du métier des armes et la signification du mot engagement jusqu'au sacrifice ultime. Un mois après la disparition brutale du commandant Mabir et du capitaine Lorenz lors d'un vol d'entraînement, un dernier hommage public a été rendu à ces 2 militaires devant la mairie de Saint-Dizier. Moi particulièrement, j'étais militaire pendant 20 ans à la BA 113, donc il me devait de venir ce matin pour dire un dernier hommage aux pilotes. Moi j'habite Saint-Dizier et donc je suis venue pour rendre hommage donc, aux 2 pilotes, à leur famille. Ils sont morts pour nous quand même. Ce sont les militaires. Une cérémonie militaire avait déjà eu lieu fin août à Mont-de-Marsan, mais un hommage public ici à Saint-Dizier était nécessaire au nom de la mémoire collective. On a eu beaucoup de témoignages de soutien de la part de tout le monde et ça nous semblait très important de pouvoir faire en sorte que le deuil soit collectif. Et avec les aviateurs de la base aérienne 113, c'était vraiment important qu'on puisse être tous ensemble aujourd'hui. C'était un hommage qui était tellement important pour l'ensemble des Bragards. C'est une population qui avait besoin d'exprimer le fait qu'elle faisait partie de la famille de l'armée de l'air et de l'espace et de dire au fond qu'on n'a pas seulement été touché par le drame et le fait que c'était très douloureux, et ça l'est, mais aussi par le fait qu'il y avait un don très puissant qui était fait à travers ça. C'est pas juste une mort ou un décès et un accident, c'est vraiment le don d'une vie, parce que servir, c'est ça la devise des militaires, au fond, qui est inscrite en lettres d'or au fond d'eux-mêmes. L'hommage sur la place Aristide-Briand n'a duré qu'une trentaine de minutes, mais le souvenir de ces héros nationaux, lui, sera éternel. En avant et que leur étoile nous guide. Sur la route départementale 520 en Haute-Marne, les travaux sont enfin terminés. Cet axe, longtemps perturbé par des chantiers d'envergure, est de nouveau accessible dans de meilleures conditions. Nous avons fait le point sur les améliorations apportées et sur le travail réalisé sur cet axe très emprunté. Un reportage de la rédaction. La partie travaux, c'est exactement entre ici, donc l'échangeur de Gourzon, et puis l'échangeur de Vecqueville. 11 km de route départementale, presque entièrement remis à neuf. La RD 520 vient de subir de gros travaux. Ce vendredi, la route doit réouvrir et on a suivi le pôle technique de Joinville pour découvrir le résultat. C'est la dernière ligne droite pour ces 25 agents du département. Aujourd'hui, ils peaufinent les détails, nettoient les panneaux, terminent les peintures et coupent les dernières branches. Pendant 2 semaines, ils ont collaboré avec les entreprises chargées du projet, mais aussi avec la direction interdépartementale des routes de l'Est pour terminer à temps ce chantier colossal. On a souhaité profiter de la déviation mise en place pendant 2 semaines, pendant que les entreprises travaillaient sur un secteur, pour nous intervenir avec un groupement de toutes les équipes du pôle technique, y compris de la DIREST, et mener environ 7 à 8 ateliers sur tout l'itinéraire avec un phasage et des gens qui travaillaient en coordination. Et en 15 jours, de nombreuses missions ont été abattues. Toute cette bande-là, on la voyait plus puisqu'elle était recouverte comme ça, petit à petit. Et donc voilà, au fur et à mesure des années, ça monte et en fait l'eau peut plus s'évacuer. Donc résultat, vous avez de l'eau qui stagne de partout et qui peut effectivement causer des accidents. Donc là, on a tout qui est dérasé de manière à ce que l'eau, notamment, puisse s'évacuer. Sur 4 km, au niveau de la 2x2 voies dans le sens Saint-Dizier-Joinville, la structure de la chaussée a été entièrement reprise.
Les nids de poules ont été rebouchés pour assurer la sécurité des usagers. Les eaux stagnantes ont également été évacuées et tous les caniveaux en bord de route nettoyés. Près de 9 mètres cubes de déchets ont d'ailleurs été retrouvés. Beaucoup de déchets aussi ramassés sur la route et malheureusement les usagers sont trop peu respectueux de la nature alors qu'aujourd'hui on peut déverser partout dans les poubelles et malheureusement on retrouve encore aujourd'hui beaucoup de déchets sur nos routes. Par endroits, le changement est radical. Les branches et la terre qui dépassaient sur la route ont disparu et les ouvrages d'art tels que les ponts ou les murs de soutènement ont été nettoyés. Vous avez un énorme talus avec une forêt, donc c'est anciennement voie SNCF, donc vous avez énormément d'ouvrages comme ça qu'il faut entretenir. Et là pareil, le pire ennemi, c'est comme pour la route, c'est l'eau. Infiltration d'eau égale gros problème, donc d'où l'entretien des caniveaux, d'où le nettoyage, la végétation, etc. Et voilà, sur toutes les routes départementales, le conseil départemental doit assurer l'entretien de 1000 ouvrages d'art. Sur la RD 520, plus de 7300 véhicules circulent chaque jour, dont 33% sont des poids lourds. Ces travaux étaient donc essentiels. Le département de la Haute-Marne, seul financeur du projet, a investi 1,2 million d'euros pour refaire la route et 250 000 euros pour la signalisation. C'est la colonne vertébrale routière du département. La route était en mauvais état, évidemment tout le monde s'en rendait compte, avec problème d'évacuation d'eau, de la végétation qui pouvait chatouiller le passager quasiment de temps en temps. Donc voilà, c'est des travaux qu'il était nécessaire de faire et tout ça c'est pour la sécurité des Hauts-Marnais, c'est ce que le conseil départemental s'est engagé à faire. Les travaux sont désormais terminés, d'autres interventions sont prévues dans les mois à venir sur ce tronçon pour terminer notamment l'élagage et ainsi garantir la sécurité des automobilistes. Et voici notre chiffre du jour. Il s'affiche 9000. Il s'agit du nombre de patients atteints de la maladie d'Alzheimer dans la région Grand Est. Ce vendredi 20 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Ces données communiquées par l'ARS Grand Est concernent seulement les personnes diagnostiquées et prises en charge. L'institution estime que d'ici 2030, ce chiffre pourrait atteindre les 15 000 patients. Tout autre chose, désormais, acheter un colis sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ça vous tente ? En tout cas, c'est un business en plein essor. Depuis plusieurs mois, la revente de colis perdus ou abandonnés. L'affaire marche tellement bien qu'aujourd'hui, il y a même des grossistes et des revendeurs. Mais ces ventes posent parfois question. Nous sommes allés dans une grande surface à Bar-le-Duc pour essayer de comprendre. Gaël Bossu. La main au milieu de tous ces mystérieux paquets, Mathéo tente de dénicher la perle rare. Je sais pas, un téléphone, un beau truc ou un truc en rapport avec le multimédia, quelque chose comme ça, c'est rien. Tous ces emballages sont des colis perdus ou abandonnés. Ni lui, ni le vendeur ne sait ce qu'il trouvera à l'intérieur. Ah, je pense que je vais rester sur celui-là, j'aime bien celui-là, honnêtement. Celui-là ? Ouais. Tu le mets de côté ? Ouais, c'est bon, ouais, je vais le prendre. Ouais, bah là on est à 4 €, monsieur. Ah, Et c'est 100 bon, grammes. c'est bon. On part sur ça ? Ouais, on part sur ça, c'est bon. Ok. Ah bah voilà pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée à vous. Au revoir. Et surprise, Oh bien. C'est une montre bracelet connecté. si Mathéo a eu un coup de chance sur ce coup-là, ce n'est pas toujours le cas. Le prix est fixé en fonction du poids du paquet, tandis que sa contenance, elle, est inconnue. Ouais, j'ai déjà eu un téléphone comme une paire de chaussettes, j'ai déjà eu une tablette comme... En fait, franchement, il faut se dire que le catalogue est infini, ça peut vraiment être de tout. Après, c'est au client de toucher, de tâter. Parfois, on peut sentir ce qu'il y a à l'intérieur, parfois non. Mais le catalogue est vraiment infini. Il n'y a pas de choses qui reviennent fréquemment, il y a vraiment de tout. Du textile, de la maroquinerie, de l'électronique, de tout. Comme les clients, Kylian achète tous ses colis à la tonne chez un grossiste, puis les revend dans les grandes surfaces. Donc, en fait, tout est mélangé. Donc, on peut avoir des gros colis comme ça, comme vraiment des très petits. En fait, vraiment, tout est mélangé. Ça varie un petit peu. On peut avoir du 1, 2, 3, 4, 5 kilos. On peut avoir un petit peu tout. Les gens touchent. Hop, celui-là, il me plaît. On me le passe, je le pèse et je leur dis le prix. Chacun sa technique. Si on y va d'un coup comme ça, oui, allez, hop, 1, 2, 3. Hop, c'est bon. En 4 mois dans ce business, ce vendeur de 21 ans a déjà écoulé une dizaine de tonnes de colis mystères. Une affaire commerciale qui marche, mais qui pose plusieurs questions de fonctionnement. Ces paquets sont-ils réellement des colis perdus ? Les grands groupes s'en servent-ils pour écouler des invendus ? Et surtout, quelle est la fiabilité de cette démarche commerciale pour le consommateur ? Toute cette vente par Internet est un monde où tous les aigrefins possibles se sont précipités. On a des personnes qui viennent nous voir à l'UFC ayant acheté un miroir, ayant acheté une remorque et qui ne reçoivent rien. Alors ce sont des gros colis, mais ce sont surtout des grosses arnaques.
Donc pour moi, les colis perdus, c'est de l'arnaque. On voit bien que les colis, c'est de l'espèce de réemballage, c'est pas des vrais colis. Les gens achètent du rêve, on peut pas leur empêcher. Lancée depuis 2022 et l'entrée en vigueur de la loi anti-gaspillage pour les entreprises, cette mode du colis perdu est en plein essor. Avancée écologique pour certains, opportunité économique pour d'autres, les colis perdus représentent une loterie qui marche. En 2022, en France, 10 millions de colis se sont retrouvés dans la nature. Aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau une auteure qui puise son inspiration dans les paysages ruraux et qui raconte des histoires, parfois vraies, vécues par des femmes de la campagne. Liliane Mosca nous présente ce soir son dernier roman, La jeune fille au silence. Bonsoir Liliane. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors dans ce roman, j'ai envie de dire que vous transmettez une histoire, vous racontez une histoire que vous êtes allé chercher auprès d'une dame qui vous a raconté sa vie en quelque sorte. Pas toute sa vie, mais disons que le début de l'histoire, oui, est inspiré d'une histoire vraie qu'on m'a racontée. Une dame qui avait ce secret que je ne peux pas dévoiler parce que ça dévoilerait tout le début du livre. Ce secret qui l'empêchait d'avancer dans la vie et de faire ce qu'elle avait envie de faire. Jusqu'au jour où un jour elle s'en est délivrée. Alors justement, donc cette jeune femme, elle s'appelle Fanette dans le livre. Voilà, dans mon livre c'est Fanette. Exactement. Est-ce qu'en quelques mots on peut décrire toute l'histoire qu'elle va suivre, Fanette, sans trop en dire bien sûr? Eh bien Fanette, elle est issue d'une famille assez pauvre, de cultivateurs qui sont... Et son père n'est pas tellement gentil avec elle, elle a un petit peu de mal, et elle se demande pourquoi souvent. Et elle est dernière de la classe, elle ne travaille pas bien, et elle va rencontrer un garçon avec qui elle va être camarade au début, et puis ensuite ça sera un petit peu plus des sentiments amoureux, mais qui est tout le contraire d'elle en fait. C'est un garçon, c'est un bourgeois qui fait des hautes études, mais en fait ils s'aiment, mais en raison de ce secret, ça ne pourra pas continuer. C'est compliqué. Donc après Fanette, elle rêvait d'être pâtissière. Et elle ne pouvait pas non plus le faire. Et un jour, elle prendra sa vie en main et ensuite, ça changera sa vie. Alors justement, là, on a teasé un petit peu. Alors moi qui l'ai lu, sans révéler aux autres, bien sûr. Cette Fanette, alors oui, elle a une vie compliquée, mais en même temps, c'est quelqu'un qui aime la vie. C'est quelqu'un qui croque la vie à pleines dents. Elle arrive toujours à s'en sortir, en fait. Oui. Alors comment vous arrivez à transcrire dans ce livre les défis auxquels elle fait face, intérieurement avec ce secret, et extérieurement? Comment vous êtes allé construire ce personnage? Écoutez, ça vient naturellement. Ça part d'une histoire vraie et après, je construis Fanette en fonction de ce que je viens d'écrire, des personnages qu'elle rencontre, de ses aspirations. Ça se construit un peu tout seul dans ma tête. Est-ce que c'est difficile de construire un personnage comme elle ou c'est rapide, vous le dites? Ça vient au fur et à mesure. J'ai une vague idée au départ. De toute façon, je mets 6 mois pour écrire un livre. Donc... Au départ, oui, j'ai une idée vague, et puis au fur et à mesure de l'écriture, ça vient et ça s'installe. Et finalement, vous créez votre personnage au fur et à mesure? Oui. Il n'est jamais défini au départ? Au départ, non, pas trop. Alors, vous avez choisi de prendre Lyon comme départ de ce livre, puis l'Aube. Vous avez toujours un territoire. Alors, vous étiez une ancienne journaliste locale. Vous prenez un territoire toujours d'attache. Est-ce que sans lieu, vous pourriez ne pas écrire finalement? Ah oui, absolument. Parce que vous racontez quand même toujours le rural, j'ai l'impression. Oui, parce que j'aime bien le rural, j'aime bien les villages, j'aime bien la vie des villages. Donc oui, c'est ancré en Bourgogne, en Champagne, parce que je suis d'origine bourguignonne et je vis en Champagne. Donc je place mes romans dans l'une ou l'autre des régions. Et comment vous allez chercher vos inspirations? Est-ce que c'est en vous promenant? Est-ce que c'est en vous rappelant? Des fois, je me rappelle des choses quand j'étais journaliste et j'allais dans les villages de campagne, en fait, dans l'Aube. Donc, des fois, on me racontait des histoires. Donc, des fois, je m'en suis inspirée. Puis, dans Lyon aussi, je connais des histoires. Puis, des fois, c'est complètement inventé. Alors, justement, vous étiez ancienne journaliste. J'ai l'impression que vous avez une démarche de terrain un petit peu pour aller chercher ces histoires. Vous vous rappelez, certes. Et en même temps, vous découvrez tous les jours pour créer vos histoires. Oui, il faut toujours... Oui, absolument. Oui, je connais les choses. J'ai une base, si vous voulez, pour écrire. Et après, j'invente. Et tous les jours, ça vient, ça recommence. Alors, vous êtes passé du journalisme, qui est quelque chose de très réel, au roman, qui est plutôt fictif. Oui. Est-ce que c'est difficile de faire la transition entre les deux? Pas pour moi, parce que moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Alors moi, j'avais des sujets... j'aimais bien couvrir les pièces de théâtre, les choses comme ça, où on met un petit peu de soi. Donc, j'avais toujours dit que j'écrirais un livre. Et quand j'étais en retraite, j'ai écrit mon premier livre, Les gens de la Borde. Alors, premier livre, et aujourd'hui, vous en êtes au 18e. Oui. Un par an. Vous avez un rythme de production qui est quand même assez intéressant. Comment se déroulent vos journées, finalement? Comment vous écrivez? J'écris l'après-midi. J'écris l'après-midi avec mon chien à mes côtés, mon chat. Et voilà. En général, de 14h à 17h.
Et donc, régulièrement. Voilà, régulièrement. Ce que je veux dire, vous savez ce que vous allez écrire telle date, c'est très planifié? Non, je ne sais pas ce que je vais écrire. Non, je lis le chapitre précédent et je fais une suite. Voilà. Je ne sais pas d'avance. Et donc, vous mettez 6 mois à écrire un livre, vous le disiez? Oui. Alors, Fanette, par exemple, un personnage que vous avez créé là actuellement, et vous avez déjà créé le prochain livre qui est déjà disponible? Il est déjà au catalogue France Loisirs, oui. Ensuite, il passera aux Presses de la Cité au printemps. Et vous en avez encore un autre? Oui, qui va être aussi pris par France Loisirs en avant-première. Donc c'est bien pour les auteurs, ça fait connaître. Et ensuite, les Presses de la Cité qui va le diffuser partout. Comment ça se passe dans votre tête? C'est une armoire et vous tirez des souvenirs, vous tirez des choses pour trouver l'inspiration? Parce que vous produisez. Ça vient naturellement. Je viens de terminer donc celui qui va paraître en 2026. Et dans la tête, j'ai mon 2027 qui se passera en Haute-Marne. Et pour vous, ça vous rassure de savoir autant à l'avance que vous allez écrire? Oh, je ne me fais pas de soucis pour ça. Je sais que ça viendra. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Vous êtes inspirée? Oui. Oui, quand j'ai un sujet, ça démarre. Et puis après, mon imagination, j'ai beaucoup d'imagination, donc ça fait le reste. Hein. Alors vous avez beaucoup d'imagination. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Il y a beaucoup d'auteurs sur le secteur qui écrivent, qui commencent, qui débutent aussi. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des auteurs qui n'ont jamais écrit encore? Eh bien déjà qu'il faut écrire régulièrement. Il faut être assidu. Il faut écrire le plus souvent possible, enfin tous les jours si on peut. Et puis s'alimenter, regarder autour de soi, engranger des choses, des anecdotes, des sentiments qu'on ressent. Il faut tout engranger. Dernière question, est-ce que vous mettez un peu de vous dans ces livres, puisque vous engrangez beaucoup, vous le dites? Il y a toujours un petit peu de l'auteur, je pense. Et bien, toujours un petit peu. On va terminer là-dessus, sur le fait que vous mettez un petit peu de vous dans vos livres. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.